Quelle campagne? Campagne électorale qui est encore perturbée cette fois par des émeutes en banlieue, notamment en banlieue parisienne, mais ça commence à s'étendre à beaucoup de départements. C'est avec Louis Alliot, le vice-président du Front National et qui est également eurodéputé, que nous sommes ce matin. Louis Alliot, bonjour. Bonjour. Alors, les émeutes de Seine-Saint-Denis s'étendent dans les Yvelines, dans le Val d'Oise, dans l'Essonne, en Seine-et-Marne même. Ça peut repartir comme en 2005 ? Oui, aujourd'hui, on peut dire que tout est en connexion et dans ces quartiers-là, tout peut repartir. En fait, on s'est aperçu que les actes terroristes avaient un peu caché la forêt de l'insécurité. Passé au deuxième plan, oui. Qui existe toujours dans les quartiers, dans les banlieues. Et aujourd'hui, elle s'exprime d'une manière brutale. Ça fait 30 ans que ça dure. Aucun gouvernement ne l'aura jamais réglé. Et on peut dire que la gauche aura mis le feu aux poudres, puisqu'elle ne s'est jamais occupée très concrètement de ces quartiers. Et même pire, qu'elle a toujours donné raison à un certain nombre de voyous qui peuplent ces quartiers-là. Et heureusement que dans ces quartiers-là, il n'y a pas que des voyous. Mais malheureusement, ce sont les voyous qui ont pris les choses en main. Il a trop tardé, le ministre de l'Intérieur, à réagir, là, Bruno Le Roux ? Je ne sais pas, il est sorti ? Il est ressorti. Je ne sais pas, je vous pose la question. Je ne sais pas, ça fait 3 jours qu'on ne le voit pas, à croire qu'il est au ski peut-être. Coupable silence. Ah ben c'est pas ministre de l'Intérieur, c'est un fantôme. Hein. D'accord. On a vu un certain nombre de personnes réagir, lui non, je ne sais pas où il est. Il fallait interdire la manifestation de samedi ? Oui, je pense que quand il y a des troubles à l'ordre public gravissimes comme il y a eu il y a 3 jours, on doit les interdire pour l'avenir. Ouais. Mais comme l'angélisme de la gauche vaut en toutes circonstances, eh bien ils ont pris le risque de ces affrontements et aujourd'hui ils en ont les conséquences. Alors j'écoutais hier Marion Maréchal Le Pen qui a dit le soutien qu'elle apportait aux policiers, ce qui est en soi le discours que vous tenez assez régulièrement. Est-ce que vous reconnaissez quand même que sur le fait d'espèce, cette affaire Théo comme on l'appelle, eh bien il y a eu un dérapage quoi? Non, mais il peut y avoir des dérapages parce que la faiblesse humaine, elle est universelle. Elle peut s'adresser aux policiers, aux militaires, aux professeurs, à tout le monde. Simplement, si vous voulez, on doit avoir par rapport à la police, c'est l'ordre républicain. Sans police, il n'y a plus d'ordre dans la République française et le pays est dans l'anarchie. Donc on doit faire confiance et avoir une présomption, justement, d'innocence par rapport aux policiers, et lorsqu'ils sont coupables, les punir, évidemment, sévèrement. Mais qu'est-ce que vous voulez, moi je vois... Ce qui devra être le cas, là. C'est vrai, mais on voit qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Oui. Sans rentrer dans le cas de ce jeune homme qui, malheureusement, a subi, pour le coup, cette histoire-là. Il y a des policiers tous les jours blessés, tentative de brûler leur véhicule, insultés, etc. Et là, on voit jamais les ministres, les acteurs, le showbiz, les gens de gauche se préoccuper de savoir, sauf, il faut bien le dire, au moment des attentats, où là, la gauche a manifesté un amour immodéré pour la police. On se souvient même Renaud, qui était l'anti-flic des années 80, faire une chanson en faveur des flics. Non, la police, c'est une institution de la République française qu'il faut préserver, soutenir et même améliorer lorsqu'on peut, et faire très attention à la manière dont on fragilise ce corps de l'État, même s'il peut arriver, c'est vrai, et dans ce cas-là, il y a un doute qu'il y ait un problème avec ce cas précis. Pourquoi depuis 40 ans, on n'arrive pas à résoudre le problème ? Parce des que banlieues, j'entends. C'est idéologique, voilà. C'est lié à l'immigration, à la repentance généralisée par rapport à la colonisation, décolonisation. Et de ce point de vue-là, la gauche et l'extrême gauche ont mis le poison dans les esprits de ces jeunes qui, on le voit bien quand on les interroge à la télévision, ont la haine de la France. Parce qu'on les a biberonnés pendant des décennies à une histoire qui donne la haine de notre pays, alors qu'on aurait dû leur dire que la France était un grand pays et que la France a une histoire glorieuse. C'est l'inverse qu'on a fait. Les réponses du Front National à ça, c'est quoi ? C'est d'abord remettre de l'ordre dans ces quartiers-là, redonner force à l'autorité de l'État. Ensuite, ça passe par l'éducation nationale, par la responsabilisation des familles et la mise hors d'état de nuire d'un certain nombre de voyous qui tiennent les trafics de drogue dans ces quartiers. Je rappelle que si vous écoutez un criminologue comme Xavier Hofer, il évalue à peu près à 2000 personnes le nombre d'individus à mettre hors d'état de nuire pour obtenir une tranquillité relative, mais qu'on prenne enfin les mesures pour mettre hors d'état de nuire ces caïds-là. Est-ce que ça peut entrer et perturber la campagne présidentielle ? Si toutes les banlieues s'embrasent d'un seul coup, ça va poser un sérieux problème d'ailleurs de maintien de l'ordre, avec des effectifs
difficile, dans une configuration, on l'oublie, en état d'urgence. Nos policiers sont mobilisés depuis plus d'1 an, 24 heures sur 24, avec des congés qu'ils n'ont pas, des conditions de travail difficiles, un matériel quelquefois obsolète, etc. Donc ça va poser d'énormes problèmes. Et vraiment, moi je souhaite que le calme revienne et qu'on n'arrive pas à ces extrémités. Est-ce que ça ne fait pas les affaires du Front National ? Oui, mais c'est ce qu'on entend. Hein. Oui, d'accord, mais ils n'ont qu'à prendre leurs responsabilités. S'ils avaient été vertueux dans la gestion des affaires publiques, s'ils avaient maintenu l'ordre, s'ils avaient mis les voyous en prison, empêché le trafic de drogue, empêché l'immigration clandestine, lutté contre le communautarisme et l'islamisme radical, nous n'en serions pas là. Mais c'est l'inverse qu'ils ont fait. Et donc le peuple, finalement, se tourne vers les seuls qui n'ont aucune responsabilité en cette situation. En l'occurrence, c'est Marine Le Pen à la présidentielle et c'est le Rassemblement Marine et le Front National pour les élections d'après. Est-ce que vous avez pris des mesures dans les villes que vous gérez? Des mesures particulières? En général, on a augmenté les effectifs de la police municipale, on les a mieux équipés, on a fait aussi de l'îlotage de nuit dans certaines circonstances, et c'est vrai que l'insécurité a baissé dans les villes que nous gérons. Donc il faut changer aussi le mode de fonctionnement de la police. Bien sûr. Qu'il soit plus il faut une police au contact de la population. De contact de la population. Police de proximité, ça demande des effectifs, mais aussi ne pas, si vous voulez, faire preuve de faiblesse dans la manière dont on traite les problèmes d'insécurité ou de sécurité, c'est lié, et arrêter avec l'angélisme, non seulement de la gauche, mais aussi avec un certain angélisme de certains juges qui mettent trop facilement dehors des gamins qui devraient être, pour le coup, en prison ou dans des maisons de redressement. Il faut abroger la loi Taubira, de toute manière. Oui, non, mais Mme Taubira a été extrêmement néfaste au milieu pénitentiaire et au milieu pénal en France. L'affaire Fillon, alors, est-ce que, d'après vous, François Fillon peut continuer à faire campagne et se présenter à l'élection présidentielle? Écoutez, je ne sais pas. Moi, je ne réponds pas à cette question. Il est le candidat qui a été quand même élu lors d'une primaire qui a mobilisé adhérents, sympathisants des Républicains et du Centre. Aujourd'hui, il est dans une situation difficile. C'est à son parti et à ses amis de répondre à cette question. Ce n'est pas à ses adversaires politiques. Nous, on défend notre programme, on a une candidate, on a un projet, on va de l'avant. Écoutez, M. Fillon, il a les croche-pattes que ses amis lui ont fait. Et vous vous défendez par rapport aux accusations qui sont portées contre votre parti aussi, sur des histoires d'emplois fictifs? Non, sur des histoires d'attachés parlementaires. Qui sont pour l'instant entre les mains de l'administration du Parlement européen, dont nous demandons, nous, que des juges soient saisis pour qu'on leur apporte justement... C'est le cas en France. Il y a quand même une ouverture d'une enquête en France. Oui, d'enquête, mais plus rien depuis 1 an. Donc, si vous voulez, c'est pas facile à gérer. En revanche, à l'Europe, nous avons saisi les tribunaux, nous contestons les décisions administratives. Et c'est assez récent, il y a 2 jours, M. Schulz, celui qui nous a mis en cause, a été mis en cause lui-même dans une enquête, parce que pendant qu'il attaquait Marine Le Pen et les députés du Front National, lui-même utilisait les moyens du Parlement à des fins électorales personnelles, et une enquête doit s'ouvrir dans pas longtemps au niveau de l'Europe. Donc c'est plutôt bien, alors que tout ça, que le ménage soit fait... Écoutez, moi que le ménage soit fait, à la limite, allons-y. Mais qu'on ne fasse pas n'importe quoi, et quand on a des faits réels, avec un député, de vrais assistants, qui font un travail d'assistant parlementaire... Ça, c'est votre défense. Ce sont des vrais assistants. Exactement. Il n'y a pas lieu de remettre en cause ces choses-là. Si la justice dit le contraire, vous remboursez? De toute façon, nous serons condamnés à rembourser si elle dit le contraire. Oui. Et vous rembourserez, donc. Si vous êtes obligé, vous rembourserez. Mais pour l'instant, on conteste le fait. Et dans tous les cas de figure, le doute doit profiter à l'accusé. Malheureusement, aujourd'hui en France, il n'y a plus ni présomption d'innocence, ni secret de l'instruction. Tout est sur la place publique, et ce sont, il faut quand même le dire, les médias qui jouent le rôle à la fois de procureur, de juge et d'exposition médiatique. Alors les médias, justement, vous n'êtes pas les seuls, hein. Tout le monde attaque les médias. Est-ce que c'est bien nouveau, ça, que les médias ne soient pas un peu le bouc émissaire? Non, mais si vous voulez, les médias, aujourd'hui, vous mettent en accusation. Très bien. Mais si demain, vous êtes absous, personne n'arrivera avec la même intensité, si vous voulez, à vous rendre ce que vous avez été auparavant. Donc là, il y a vraiment un problème démocratique. Et puis j'ajoute que les médias ne sont pas à l'abri non plus de la transparence, car ils touchent eux aussi de l'argent public. Notamment, les grands groupes de presse ont de l'argent public, et je pense notamment à un groupe, je le cite systématiquement, mais il faut le faire. Vous avez aujourd'hui un ministre d'État qui est le patron d'un journal monopolistique sur 13 départements d'une région, la Dépêche du Midi, l'Indépendant et Midi Libre, Monsieur Baillet. Ça paraît quand même extraordinaire que dans une démocratie comme la nôtre, ces choses-là puissent exister. Il faut revoir justement la... Je pense qu'entre les groupes de presse
et les intérêts financiers qui existent et un certain nombre de politiques, il faudrait là aussi qu'il y ait la transparence et remettre de l'ordre. Vous êtes d'accord pour dire que les médias ne font pas l'opinion? Non, ils participent à l'opinion, mais ils participent aussi à l'opinion d'un côté positif et d'un côté négatif. Mais j'ai quand même comme l'impression que systématiquement, ce sont les mêmes qui sont mis en accusation. La semaine dernière, avec Gilbert Collard, vous avez rencontré la Confédération des Juifs de France et Amis d'Israël. Et le dialogue est difficile avec les Juifs, les Français juifs. Mais ça dépend avec lesquels. Ceux-là, parce qu'ils ne sont pas reconnus par le CRIF. Oui, non, mais nous, on ne reconnaît pas le CRIF, ça tombe bien, si vous voulez. Donc nous, on parle à ceux qui veulent bien nous parler. Le CRIF, aujourd'hui, je pense, ne représente plus personne. Quand vous faites campagne électorale et que vous tombez sur des compatriotes de confession israélite, je peux vous dire que le CRIF, ils ne veulent même pas le voir, ils ne veulent même pas en entendre parler. Ce qui les intéresse, c'est leur vie en France. Ils sont français, ils ont des problèmes spécifiques liés précisément à leur appartenance à cette communauté religieuse, et pour le reste, si vous voulez, ils se moquent pas mal de savoir qui les représente ou pas. Qu'est-ce que vous leur dites à vos interlocuteurs? Pourquoi vous les avez vus? D'abord parce qu'ils nous ont invités dans un restaurant pour un petit déjeuner pour que l'on discute de problèmes sur le port des signes ostensibles, sur l'abattage rituel, sur des choses comme ça, question à laquelle nous avons répondu. Nous sommes contre le communautarisme en France, nous sommes pour la laïcité et nous les considérons comme des Français à part entière, sans se soucier par ailleurs de leur religion ou autre. Voilà. Et je pense que certains nous ont compris, d'autres pas, mais c'est le jeu de la démocratie aussi. Quant à la binationalité, nous sommes, nous, farouchement opposés précisément à la double nationalité, comme d'ailleurs le président de cette association, qui est absolument contre la double nationalité. Et vous savez qu'il y a beaucoup de juifs qui ont une double nationalité? Eh bien oui, mais vous savez, moi j'ai un oncle qui vit en Australie, il est binational australien et français. Si nous arrivons aux affaires, eh bien il choisira. Ça ne veut pas dire qu'il sera interdit de territoire. Vous savez, il y a des conventions bilatérales, et vous pouvez tout à fait vivre israélien en France, avec les mêmes droits, si je puis dire, que s'ils étaient français par ailleurs de nationalité. Ce n'est pas de la discrimination, c'est l'application d'un droit national et, j'allais dire, d'une clarification. La binationalité disparaît du dispositif juridique français? Elle ne disparaît pas pour les pays européens. Pour l'Europe. Pour l'Europe, c'est encore possible. Je peux être franco-polonais, je peux être franco... Vous pouvez espagnol, c'est l'Union européenne ou l'Europe? Sur l'Union européenne. D'accord. Sur les pays institutionnels de l'Union européenne. D'accord. Pour le reste, voilà, il y a des conventions bilatérales. Et moi, j'ai toujours trouvé, je suis moi attaché à la nationalité. Je pense qu'on peut tout à fait vivre en tant qu'étranger dans un pays en bénéficiant de tous les droits de ce pays-là. Il suffit pour cela que la France passe des conventions avec les pays en question sans aucun problème. Vous avez dit à l'occasion de ce colloque, enfin de cette rencontre, qu'il y avait certains amis de Marine Le Pen qui vous dérangeaient, comme M. Châtelain. Non, ce n'est pas des amis, on m'a posé la question. Oui, on vous a posé la question. Ils peuvent poser certaines questions à ces gens de l'association communautaire, mais c'est comme ça, je veux dire, ce monsieur n'a tué personne, il n'a attenté, j'allais dire, à l'honneur, à la considération de personne, il est un prestataire de service, j'ai travaillé d'ailleurs avec lui et je continue à travailler, c'est un très bon professionnel et je ne vois pas pourquoi je me passerai de ses services parce qu'il ne plaît pas à un tel ou un tel. C'est aussi ça d'être libre et de faire preuve de liberté dans ce monde politique. Avec Gilbert Collard, vous n'êtes peut-être pas, vous n'avez pas le même regard vis-à-vis de lui. Non, je n'ai pas le même regard que Gilbert, pas que sur ce point-là, vous savez. Oui, je sais que... Souvenez-vous, il avait défendu les primaires pour la droite, alors que moi, je suis un anti-primaire viscéral. Alors, Marine Le Pen a dit... Plus de peine de mort dans le programme du Front National, enfin dans son programme présidentiel plutôt. Vous êtes d'accord avec ça? Mais perpétuité réelle. Ça veut dire que, in fine, c'est la mise hors d'état de nuire du criminel dangereux jusqu'à la fin de sa vie, pour le coup. Oui, d'accord. Sauf que la possibilité quand même, par le référendum d'initiative populaire, de poser la question au peuple français pour éventuellement rétablir la peine de mort. C'est ce qu'elle ferait si elle était présidente de la République? Initiative populaire. Si 500 000 Français se réunissent pour demander le référendum aura lieu. Et à votre avis, où est l'opinion publique? Je pense qu'elle a beaucoup changé. Elle était, quand Mitterrand l'a abolie... Elle était plutôt hostile à l'abolition. Exactement. Les Français étaient plutôt pour la peine de mort. Il y a eu ensuite une longue période où, semble-t-il, d'après les enquêtes d'opinion, les Français y étaient hostiles. Mais il faut reconnaître que depuis 2 ans, depuis les attentats et le péril islamiste, eh bien, à nouveau, les Français y sont favorables. En sachant une chose, c'est que dans le discours de Badinter, au moment de l'abolition de la peine de mort, il n'avait pas écarté
la peine de mort en période de guerre. Or, je rappelle qu'en matière de terrorisme, et si j'écoutais M. Hollande, nous sommes justement en période de guerre. Deux petites questions. Marine Le Pen peut gagner la présidentielle? Ah oui, tout à fait. Je crois que il y a beaucoup aujourd'hui de convergence, un faisceau de critères qui font que je pense qu'elle peut gagner la présidentielle et on fera tout pour qu'elle la gagne, oui. Et Louis Alliot sera candidat aux législatives? Ça, c'est un autre problème. J'attends encore quelques semaines pour me déterminer. C'est pas sûr, mais si je Pourquoi? le suis, ça serait... parce que je suis au Parlement européen déjà parlementaire. Au titre du cumul des mandats, donc c'est pour ça? Au cumul, mais même, je veux dire, il y a un choix à faire entre un groupe européen qui existe et qu'il faudra gérer pour l'avenir, et une position plus locale par rapport à ma circonscription d'origine, à Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales. Donc j'hésite encore, voilà. Ah, vous ne savez pas encore? Non. C'était le talk de Louis Alliot, qui nous a parlé notamment des émeutes en banlieue. Et maintenant, Marc de Bonny nous rejoint pour poser vos questions, chers internautes. Bonjour Marc. Bonjour Yves, bonjour Monsieur Alliot. Alors, on va commencer avec une question de Cathy Pierry qui demande aujourd'hui, au vu des moyens du gouvernement pour maintenir l'ordre, est-ce que vous jugez qu'il est complice des débordements et émeutes que l'on voit ces derniers jours avec un certain laisser-faire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il autorise une manifestation dont on se doute qu'elle va dégénérer, on peut dire qu'il est complice en ce sens-là. Et puis la disparition du ministre de l'Intérieur est très suspecte, au point que certains, vous avez vu sur les réseaux sociaux, faisaient des SOS où est passé le ministre parce qu'on ne l'a pas vu pendant 3 jours, en pleine émeute. Donc de ce côté-là, à mon avis, il fait preuve de complicité parce qu'il n'intervient pas avec les mesures adéquates, et puis surtout, il fait preuve d'un angélisme en toutes circonstances. Vous avez vu, aujourd'hui, le Premier ministre reçoit les associations antiracistes, mais de quel droit ? C'est un problème de raciste qu'il y a dans les banlieues? C'est un problème d'actes racistes qu'il y a eu entre les émeutiers et la police? Eh bien là, il y a un problème de fond. Mais apparemment, il y a eu des mots pas très agréables d'échanger. Oui, des mots c'est le moins qu'on puisse dire d'ailleurs. De part et d'autre d'ailleurs. Mais aujourd'hui, la situation, elle est tendue de tous côtés, et la responsabilité incombe à ceux qui tiennent le pouvoir maintenant depuis 5 ans quand même. Les socialistes ne vont pas quand même, comment on pourrait dire, s'exonérer d'une si grande responsabilité dans cet état de fait. Alors, vous posez la question, est-ce qu'il s'agit d'une affaire de racisme? Justement, Marie de France s'interroge dans le cadre de ces violences urbaines. Que faire pour le racisme anti-blanc dont se plaignent certains policiers et beaucoup d'internautes qui disent que c'est ce à quoi on assiste dans les affrontements qui ont eu lieu ces derniers jours? Eh bien, il faut poursuivre devant la justice en espérant que la justice sanctionne sévèrement, au même titre que tous les autres racismes, un racisme latent qui existe et depuis longtemps, qui n'est jamais mis, si vous voulez, en exergue, parce que SOS Racisme, la LICRA, le MRAP drive depuis longtemps maintenant une pensée unique antiraciste qui n'intéresse qu'elle, en quelque sorte, et on a oublié tout le reste, le racisme anti-blanc, le racisme anti-chinois, qu'on a vu il y a quelques semaines ou quelques mois, et qui ne donne pas lieu d'ailleurs, systématiquement, au même débordement que l'on rencontre dans les banlieues par rapport à d'autres. C'est bien un problème. Donc la question du racisme fait bien partie de cette affaire Théo? C'est un problème général. Il y a une violence qui s'exerce dans ces banlieues qui aujourd'hui prend comme sujet d'affrontement la France dans tout ce qu'elle représente. Ses institutions, ses habitants, ses politiques, ses policiers, etc. Et de ce point de vue-là, ça va être quand même très difficile de remettre de l'ordre, même si nous n'avons pas le choix que de rétablir l'ordre dans ces quartiers-là, qui sont la France et qui sont en France. Une autre question. Alors, Marie-Auguste s'interroge dans le contexte de l'affaire Fillon. Est-ce que vous, au Front National, vous êtes favorable à ce qu'on propose un casier vierge pour toute personne qui souhaite se présenter à la présidentielle? Casier vierge, si vous avez déjà été condamné pour des détournements d'argent public dans l'exercice de vos fonctions politiques, oui, on devrait le faire. Maintenant, si vous avez un casier pour je ne sais quoi, autre, ça dépend. Mais pour des choses qui se sont passées dans l'exercice de votre mandat public, oui. Par exemple, si on était une république vertueuse, M. Emmanueli n'aurait dû jamais être à nouveau député de la République française. Ce genre de choses, oui. Pour le reste, on peut en discuter. Emmanuel Santi s'interroge, le Front National a un discours de parti anti-système. Comment concilier cette position avec le fait de voter en faveur de la directive sur le secret des affaires?
Oui, mais ce n'est pas vrai, je vous signale, cette affaire-là. Hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça, donc c'est déjà une fausse information. Oui. Hein. Il suffit d'aller voir sur notre site de notre groupe européen et ils auront la véritable information. Ensuite, antisystème, ça veut dire une chose. Nous n'avons jamais participé aux affaires des gouvernements de droite et de gauche, contrairement à tous les autres partis. Car aujourd'hui, vous avez d'autres candidats qui disent on est anti-système. En fait, ils ont tous été ministres de gouvernement, y compris d'ailleurs M. Mélenchon, dont je rappelle qu'il a été sénateur socialiste il y a quelques dizaines d'années de ça. Encore une question ? Une dernière question très concrète de Larry Bambel. Qu'est-ce que vous comptez faire pour soutenir l'industrie française concrètement et comment est-ce que vous voyez le paysage économique et industriel français dans 10 ans ? Écoutez, nous avons été reçus il n'y a pas longtemps par les patrons des fédérations de l'industrie, justement. C'est un problème d'abord de compétitivité avec le problème de l'euro, de la monnaie, et c'est un problème de patriotisme économique, de réindustrialisation de la France, avec juste un minimum de protection aux frontières pour permettre justement aux industries compétitives ou en concurrence de l'être encore plus, et de permettre à celles qui exportent de pouvoir le faire, j'allais dire, d'une manière encore plus dynamique. Donc c'est un plan d'ensemble, et je dis à votre interlocutrice, je crois, ou je ne sais pas, d'aller sur le site Marine Le Pen 2017 pour voir nos 144 propositions, dont plusieurs sur le sujet. Voilà, c'était les réponses de Louis Alliot à vos questions, chers internautes. Vous étiez avec Marc de Bonny et nous vous retrouvons demain avec un nouvel invité. Merci Louis Alliot. Merci. Merci.